Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Alors vous venez de le dire, Jérôme, nous sommes à Station F dont on connaît le lien avec le programme Femtech et pour en parler, Alice de Maximi est avec nous. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, je viens de parler de vous avec cette implication depuis maintenant 3-4 ans sur le domaine de la e-santé avec Interaction Healthcare donc, pour bâtir ce programme. Donc on va vous laisser nous présenter un peu rapidement, bien sûr, Femmes de Santé, mais également aussi l'impact en fait, des technologies pour la santé de la femme. C'est important aussi d'avoir, au-delà de cet engagement qu'on a pris avec vous, de savoir quelle est l'importance pour la santé de la femme d'avoir ces technologies de la santé numérique. Merci beaucoup. D'abord, merci pour ce partenariat. Une parité dans les tables rondes de la e-santé, c'est pas rien, donc merci. Le collectif Femmes de Santé regroupe environ 2700 femmes et hommes qui ont pour objectif de co-construire une santé plus juste, plus équitable et plus égalitaire par le biais d'intelligence collective et pluridisciplinaire. Voilà, donc il y a des présidents de laboratoires, des DIRCOM, des gens d'administration, des médecins, des aides-soignantes, des infirmières, des start-upeuses, peu importe. En ce qui concerne la Femtech, c'est toute la technologie au service de la santé de la femme. Et juste pour préciser, Muriel Salles, qui est professeure des universités, en parlerait mieux que moi, l'ensemble de la santé, elle a été normée autour de l'homme. Et donc, on ne s'est pas attaché aux enjeux plutôt féminins en dehors de la gynécée, qui est encore trop mal connue sur beaucoup de maladies que les femmes ne connaissent pas et que les médecins ne connaissent pas bien. Et certaines n'ont jamais été référencées. Et des maladies existent qui sont communes aux hommes et aux femmes, mais les symptômes et donc les moyens de les traiter ne doivent pas être les mêmes, et pourtant, c'est encore les mêmes. Donc la santé de la femme, c'est un champ en friche qu'il va falloir cultiver, connaître, etc. La Femtech, c'est la technologie au service de ça. Et il y a différents endroits où la Femtech intervient. Elle peut intervenir dans la prévention. Il y a Dépistez-vous, par exemple, qui fait de la prévention du cancer dans les entreprises, mais aussi et beaucoup sur le cancer des femmes. Il y a la technologie IoT avec des ballons connectés qui évitent, et on est dans la prévention encore, l'épisiotomie aux accouchements, parce que la France est chef de l'épisiotomie dans toute l'Europe, avec 65% des femmes qui accouchent, alors qu'en Espagne, ce n'est pas du tout ce taux-là. Ça permet de prééduquer un périnée. Et donc là, on est vraiment dans des objets connectés avec des applications très intelligentes, mais ça peut être aussi un autre type de tech, ça peut être aussi des tissus intelligents pour les femmes césarisées avec Wounded Woman, qui fait justement des sous-vêtements qui permettent de ne pas avoir mal aux cicatrices. Ça peut être aussi des prothèses mammaires qui sont ajourées, parce que quand on se fait enlever un sein, ça fait hyper mal, les cicatrices sont à vif, et les prothèses qu'il y avait à l'époque étaient des prothèses lourdes en silicone qu'on mettait dans le soutien-gorge, alors que maintenant il existe des prothèses aérées très légères qui font pas mal aux cicatrices. Et tout ça, c'est quand même inventé beaucoup par des femmes. Mais il y a aussi des startups qui ont été créées par des gynéco-hommes et dont les DG sont des femmes. Donc il y a Luna qui est donc du diagnostic de l'endométriose par le biais d'un questionnaire et du digital. Donc la Femtech, c'est pas que le digital, c'est toute la technologie au service de la santé de la femme, et c'est différent de la sextech. Parce que souvent on utilise ça en confusion. Il y a la santé de la femme, il y a la santé sexuelle et il y a la sextech, qui est encore autre chose. Oui. Merci Alice encore de votre soutien et de votre présence ici à Station F. Alors quand on parle de Station F, il y a aussi un lien avec la Femtech, mais aussi à la e-santé. Et donc on va continuer avec vous, Jennifer. Donc vous êtes la CEO de Gapian. Quand on a choisi, vous savez qu'on a eu 3 lieux, Paris Santé Campus il y a 2 ans, Future for Care l'an dernier, et puis cette année Station F avec 2 thématiques, celle de la Femtech et puis celle sur l'Institut du cerveau. On va en parler dans quelques secondes. Pour la Femtech, vous allez illustrer en fait cette branche d'activité qui a été portée avec un programme spécifique. Et donc voilà, peut-être nous expliquer ce qui a été important pour vous d'être ici présente à Station F et de suivre ce programme de la Femtech. Oui, alors bonjour à tous. Je vais compléter un petit peu ce que disait Alice, effectivement, sur les enjeux finalement complémentaires pour mieux accompagner les femmes. Effectivement, aujourd'hui, la santé féminine n'a pas vraiment été pensée pour les femmes. Quand on voit que la pilule contraceptive est testée sur des hommes ou qu'on a aujourd'hui un accompagnement à l'accouchement, mais pas vraiment à ce qui se passe après. Voilà, il y a énormément de choses qui manquent aujourd'hui et qui ne sont pas présentes. On est pourtant 35 millions de Françaises à traverser toutes ces phases un peu de l'intimité, les règles, la maternité, la ménopause et tout ce qui va entre toutes ces phases.
Et aujourd'hui, le corps médical ne peut pas seul subvenir à tout le besoin d'accompagnement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de femtech, donc de start-up qui se lancent pour combler et essayer d'accompagner un petit peu au mieux toutes ces problématiques de l'intimité. Nous, chez Gapian, pour vous dire un petit peu un mot sur ce qu'on fait, on est la première plateforme digitale en ligne qui accompagne les femmes sur tous les sujets d'intimité, donc les règles, la maternité, la ménopause. Nous, ce qu'on propose, c'est de réunir justement toutes les solutions dont tu parlais, Alice, donc des sondes connectées pour le périnée, des tire-laits électriques, des appareils pour éviter les douleurs de règles, enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent améliorer le quotidien des femmes, et également de donner des outils aux femmes pour comprendre ce qui se passe dans leur corps, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de sujets tabous. Donc, tu en parlais aussi, une aide au diagnostic, un accès à des médecins qui sont spécialisés en santé féminine, un accès aussi à de l'information simple à comprendre, parce que ce n'est pas toujours facile de décortiquer un jargon médical. Donc, on a besoin de vulgariser, de démocratiser un petit peu tout ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, chez Gapian. Et pour reprendre sur le programme FemTech et l'intérêt que ça a eu pour nous, on a rejoint ce programme-là. Alors, aujourd'hui, donc, la FemTech, c'est assez naissant. Il y a quasiment exclusivement des femmes qui montent ces startups sur la FemTech. Et aujourd'hui, quand on sait qu'il y a seulement 2% des financements qui sont adressés à des entreprises faites pour les femmes, on a besoin de structures comme Station F pour accélérer justement le déploiement de ces solutions. Et le programme, du coup, nous, on l'a rejoint au tout début de l'aventure. C'est un programme qui incube, on va dire, une dizaine de startups par promotion. C'est un programme qui dure 6 mois. Et nous, ça nous a permis vraiment de structurer un peu le projet, de pouvoir nous accompagner sur une levée de fonds qu'on a terminée du coup en décembre 2022. Ça nous a donné aussi accès à de l'information. Ça nous a permis de travailler sur des ateliers vraiment thématiques ciblés sur les préoccupations et les problématiques que nous, on rencontrait en FemTech. Et ça nous a donné effectivement de la crédibilité, de la visibilité pour se lancer. Je pense que c'est important quand on crée un projet finalement d'être un peu visible et soutenu. Et voilà, et c'est ce que le programme FemTech de Station F nous a permis d'avoir. Très bien. Et merci Jennifer. Et aujourd'hui, en quoi c'est important en fait d'avoir ces startups pour la santé de la femme? Est-ce que ça peut être un témoignage commun? Mais c'est important de la comprendre en quoi la technologie elle est importante bien, pour traiter ces sujets. Aujourd'hui, alors pour compléter un peu ce que je disais, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire déjà en préventif. C'est pour ça que je parlais d'éducation, de vulgarisation, d'accessibilité au contenu. C'est-à-dire que je pense qu'une femme qui comprend son cycle menstruel, qui comprend ce qui lui arrive, qui est capable de mettre les bons mots, elle va être en capacité d'agir aussi en préventif. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans notre quotidien, en fait, que ce soit par l'alimentation, par des soins alternatifs qui peuvent nous aider en fait, à retrouver un bien-être quotidien plus important. Donc ça peut servir en préventif, ça peut servir en complément d'un traitement médical parce qu'on a énormément de symptômes souvent liés au traitement médicamenteux. Ça permet aussi d'avoir un accompagnement après, c'est-à-dire que souvent l'accompagnement, et on a eu beaucoup de témoignages de médecins qui sont hyper frustrés parce qu'ils ont le sentiment d'abandonner en fait, leur patientèle à la sortie de l'hôpital ou à la fin de leur traitement médical. Et du coup, il y a un besoin en fait, de complémentarité et d'aller trouver des solutions alternatives, douces, naturelles, qui vont permettre de compléter finalement un peu ce traitement médicamenteux pour améliorer la vie des femmes au quotidien. Merci Jennifer, mais je crois que Alice... Il y a deux enjeux autour de la tech sur la santé de la femme. Comme c'est un champ en friche, quand on développe un dispositif médical, il faut prouver qu'il est efficace, mais encore faut-il connaître la maladie. Et donc il y a la double peine pour les start-upers sur la santé de la femme, c'est-à-dire qu'il faut connaître la maladie et prouver que la solution est efficace. Donc le retour sur investissement est beaucoup plus long et il faudrait un autre type d'indicateur sur l'intérêt en santé qu'apporte la solution, même si ça n'a pas encore été démontré. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'il y a d'extrêmement important dans la FemTech, c'est tout ce qui est interopérabilité, mais c'est commun à toute la tech en santé et au digital. Si on a 32 applications qui ne sont pas interopérables et qui ne sont pas interconnectées, le médecin ne peut pas gérer 3000 maladies en même temps et 3000 applications en même temps. Et c'est un des énormes enjeux qu'il y a dans la FemTech aussi, parce que si à la fois la femme et à la fois le médecin doit aller sur 15 outils pour pouvoir faire les choses, la nature humaine est faite de telle sorte que ils n'iront pas, quoi. Donc l'interopérabilité, c'est vraiment l'enjeu, à mon avis, prioritaire de la FemTech et de la tech. Merci Alice. Alors, je crois qu'on n'a pas que la FemTech. Non, mais en même temps, la transition est parfaite puisqu'on va passer à Elixir Elle. C'est à vous, Élodie Chapelle. Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes la CEO d'Elixir Health et coordinatrice de la Task Force Fertilité de France Biotech, qui est également coportée par Femtech France. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Task Force et est-ce que vous pouvez aussi nous donner peut-être l'objet et la feuille de route de cette Task Force pour 2024 ? Oui, merci. Donc déjà, pourquoi l'infertilité, c'est un problème ? L'infertilité, ça touche 48 millions de couples dans le monde et on a plus 10% de tentatives de fécondation in vitro par an. On estime, si on regarde la dégradation des gamètes, que l'être humain moyen sera plus capable de procréer naturellement en 2050. Donc l'infertilité, même si la prise de conscience est lente, ça menace notre espèce, au même titre que le réchauffement climatique, par exemple. C'est pour ça qu'il faut trouver des moyens d'action. Or, quand on regarde aujourd'hui, à minima en France, ce qu'est le parcours de soins, c'est vécu par les patients comme un parcours du combattant, c'est souvent exprimé comme ça. C'est une souffrance physique, morale, c'est parfois un deuil, parce que si on prend la première tentative de FIV, 70% des tentatives échouent. Et de l'autre côté, on a effectivement les taux de réussite, donc parcours de soins qu'on peut estimer perfectibles. Taux de réussite, ça fait longtemps qu'on n'améliore plus les taux de grossesse sur ces processus d'assistance médicale à la procréation. Et avec cette task force, ce qu'on veut faire, c'est regarder comment on peut lever les freins à l'innovation, à la recherche, pour améliorer à la fois les parcours de soins pour les patients, à la fois la gestion de ces procédures pour les professionnels de santé, parce que cette masse qui grandit de patients à prendre en charge, ça crée des files d'attente, ça crée de l'insatisfaction chez les professionnels, donc il faut leur fournir des outils pour accélérer les parcours. Et voir aussi comment on peut améliorer la recherche sur les causes d'infertilité, sur les traitements, pour personnaliser les traitements et améliorer les taux de succès. Donc c'est ça l'objet de la task force, c'est de rassembler des industriels innovants, des startups, des entreprises innovantes, des académiques, des institutionnels qui s'intéressent au sujet. On a vu que le président en avait fait une priorité présidentielle. Et de rassembler également des professionnels de santé. On a des professionnels de premier plan sur l'infertilité, des biologistes, des gynécos, des endocrinos, d'autres, et bien sûr des patients, des associations de patients sur le sujet. Les groupes de travail vont traiter les différents paramètres sur lesquels on peut impacter. Donc on a un enjeu prévention, bien sûr. On a eu un rapport sur l'infertilité, comment l'innovation peut améliorer la prévention, la rendre plus efficace. On a un enjeu, comment on évalue les pratiques globalement, comment on évalue la technologie, comment on les compare et quel cadre de prise en charge, par qui, la sécurité sociale, les mutuelles, les employeurs, qui intervient. On a un enjeu prise en charge hors les murs, l'infertilité parfois, c'est le tabou du siècle, on a entendu dire. Comment on crée des lieux qui sont plus adaptés, comment on travaille aussi sur la médecine du mode de vie pour que les gens n'arrivent pas en parcours de PMA justement, et parviennent à avoir un enfant naturellement à la fin en travaillant sur ce mode de vie. Et enfin, on a aussi un groupe plus sciences humaines autour de la préciosité des grossesses, parce qu'une grossesse par PMA, ce n'est pas le même vécu qu'une grossesse naturelle, y compris quand elle s'arrête. Et l'impact de la préciosité des grossesses sur la santé psychique des enfants, parce qu'effectivement, se sentir l'être adoré de ses parents, tant attendu, tant souhaité, c'est bien sûr beaucoup d'amour, mais c'est aussi une charge pour les enfants. Donc on veut également regarder ça. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faire des propositions. On a parlé, Alice a très justement parlé de l'interopérabilité, c'est un vrai frein au développement des innovations sur un marché. On a un enjeu entrepôt de données de santé, il n'y en a pas en AMP, parce que c'était une niche, parce qu'on ne s'y est pas intéressé. Et donc on ne peut pas faire de grandes recherches sur les données de santé. Regarder les freins, faire des propositions et les soumettre au cours de cette année pour justement pouvoir développer cette recherche et cette innovation en infertilité. Alors, peut-être juste avant de passer la parole au docteur Génin, je voulais rebondir sur votre propos. Le président a effectivement annoncé le 16 janvier le grand plan de lutte contre l'infertilité. Comment vous comptez peser dans le débat? Est-ce que vous allez pouvoir transmettre vos propositions, les conclusions de vos recherches? Moi, je pense que globalement, le gouvernement attend des propositions. Enfin, je pense que il y a souvent une autocensure de la part, et notamment des professionnels de santé, hommes et peut-être surtout femmes, une autocensure sur le fait de se dire est-ce que ça va intéresser ce que je pense? Mais bien sûr que ça peut intéresser. Il faut toujours faire des propositions, essayer de contribuer au débat public. Et à la fin, on ne sait jamais ce qui peut marcher. Et des choses ont marché
porté par des acteurs qu'on n'attendait pas, etc. Donc je pense qu'on a une légitimité pour le faire. On est porté par France Biotech, par Femtech France, on est aussi porté par Hôtel Dieu. On a cette légitimité pour le faire en rassemblant ces professionnels de premier plan sur l'infertilité, en travaillant sur la recherche et l'innovation. Et à la fin, voilà ce qu'on portera. On espère que ça aura un impact, mais moi je crois toujours à ça. Je crois que le gouvernement attend des propositions, on va le faire. Jérôme l'a dit, il y a 4000 inscrits, donc le message est passé. On va continuer avec vous, Dr Génère, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, vous aviez rejoint l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, dès sa création. Ils ne sont pas très loin d'ici, il me semble. Ouais, c'est ça, ils sont juste derrière. Alors, vous êtes aujourd'hui le directeur général du biocluster Brain and Mind. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est intéressant parce qu'Élodie parlait de fécondité ou de fertilité. Donc, c'est un des derniers nés du programme des investissements d'avenir France 2030. Et c'est intéressant en vous entendant les points communs qu'il y a entre un biocluster et la Femtech. L'idée des bioclusters, c'est, dans un domaine avec des besoins médicaux largement insatisfaits, de rassembler entrepreneurs, le meilleur de la recherche publique et les utilisateurs, point clé, donc les patients, mais aussi les aidants, pour, à travers le frottement de leurs idées, faire naître de l'innovation et surtout permettre une meilleure industrialisation. Donc les bioclusters vont investir, il y en a 5 qui ont été créés, si je ne me trompe pas, vont permettre d'investir dans la création de plateformes technologiques de pré-industrialisation dans les domaines qui sont les leurs. Brain and Mind, c'est le biocluster dédié aux maladies cérébrales. Vous voyez une colonne corticale, une très belle colonne corticale qui se manifeste devant vous. C'est à la fois la santé mentale, mais au sens le plus large, de la prévention jusqu'aux thérapies. C'est aussi la neurologie, avec des pathologies comme l'épilepsie, la sclérose en plaques et les déficiences sensorielles. Et donc, le biocluster Brain and Mind rassemble déjà des investisseurs, des grands groupes, des startups pour co-construire ensemble ces futures plateformes qui vont accélérer et rendre plus efficace le développement clinique, faciliter le financement des startups et faciliter l'accès au marché et le déploiement sur le marché de ces solutions. Alors, on a parlé de Brain and Mind et de l'ICM. Quel est l'intérêt pour ces structures de collaborer, par exemple, avec Station F ? Qu'est-ce que vous venez chercher à Station F ? Alors, l'Institut du cerveau, qui est un des cofondateurs avec bien d'autres de Brain and Mind, s'est installé à Station F avec son incubateur il y a déjà 6 ans. Et le point de départ, il y avait 2 choses. Un, la proximité, c'est beau. Donc le fait d'avoir l'hôpital de la Salpêtrière à 200 mètres d'ici, et ici tout un écosystème digital, c'était vraiment une proximité géniale. Et en rencontrant les boîtes du digital, ce qui était formidable, c'est que c'est des univers totalement différents. Et cette différence de potentiel entre des gens du digital et des gens de la médecine fait émerger des choses géniales. On peut penser à des nouveaux outils pour avoir une recherche clinique plus pertinente et donc comprendre plus finement l'évolution d'un malade à qui on propose un traitement. On peut penser aux approches de prévention. Donc, dans ce premier domaine, sur la recherche clinique, on peut citer Abscientiam, qui est une des boîtes ici. Il y a le domaine aussi de la prévention. Et là, on a énormément d'acteurs qui commencent à se créer. On peut penser à Mocacare, à TIL, et il y a bien d'autres. Et le dernier, c'est la thérapie digitale, qui également est un des grands challenges. On croit beaucoup à cette combinaison possible entre un médicament et une thérapie digitale qui va augmenter l'efficacité du traitement. Merci. Eh bien, merci Dr Génin. C'était passionnant en termes d'intervention, mais aussi en lien avec une des startups que vous connaissez bien, avec Tanel Potolo. On va continuer avec vous. Vous êtes le cofondateur et le CEO de Emobot. Et donc, lorsqu'on a préparé avec Vassigna cette table ronde un peu introductive, pourquoi on était aujourd'hui à Station F, on voulait un acteur qui soit au milieu de ces 3 thématiques, Station F, Startup et bien sûr l'ICM. Donc Tanel, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer rapidement ce que fait Emobot et en quoi c'est important d'avoir votre société ici incubée à Station F? Est-ce que vous, bien sûr, en bénéficiez en termes de développement? Merci en tout cas Jérôme pour l'invitation et l'organisation de l'événement. Alors nous en fait on soulève un autre tabou qui est celui de la santé mentale. Tout le monde ne sait pas que 12,5% des Français peuvent tomber en dépression chaque année, en particulier les jeunes ou les personnes âgées. Donc nous en fait Emobot on a un peu émergé à l'intersection entre ce que le docteur Alexis Génin parle on va dire de boîte de digital. Nous en fait on est des spécialistes de l'analyse d'émotions.
et à l'intersection du coup avec la santé mentale, donc le secteur de la psychiatrie qui est un petit peu délaissé au niveau technologique aujourd'hui en France et pas que en France. Et donc nous on a rejoint Station F parce qu'on pensait que Emod devait naître à Station F, donc c'était une vraie volonté. Moi j'appelle ça un petit peu le hangar à start-up. Mais au-delà d'être, on va dire, un hangar où tout le monde va pouvoir se rencontrer, c'est aussi un lieu qui aussi attire les employés. C'est un lieu qui regroupe tout le cœur de la French Tech. Donc il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'interventions comme là on a aujourd'hui. Donc voilà, nous on tenait beaucoup Emobot. Donc on est une medtech qui produit un dispositif médical numérique. Alors pas encore une thérapie digitale, mais d'abord en fait un dispositif de télésurveillance qui va pouvoir est le premier dispositif médical en psychiatrie d'ailleurs, et qui va pouvoir monitorer en continu les troubles de l'humeur. Et les troubles de l'humeur, c'est la dépression ou le trouble bipolaire, qui sont tous les deux des troubles qui s'expriment au niveau émotionnel, évidemment. Voilà. Et donc l'intérêt d'une telle solution, ça va être détecter de manière précoce et répondre à un traitement, mais ensuite, évidemment, il va y avoir un intérêt pour réduire les hospitalisations, réduire la durée des hospitalisations elles-mêmes, éviter le risque de réhospitalisation, qui coûte très cher au système de santé, et enfin, tout simplement améliorer la qualité de vie des patients et faire en sorte qu'on trouve le meilleur traitement le plus vite possible. Très bien. Et donc, sur l'importance en fait, d'être ici, à Station F, quel est l'impact pour votre société ? Je pense que Alexis l'a très bien dit, mais l'idée, c'est un petit peu ce melting pot. Station F, c'est le lieu des startups, c'est vrai. Station F, c'est quand même à 300 mètres de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc nous, on a rejoint Station F, puis ensuite on a rejoint l'Institut du cerveau par le biais de leur incubateur qui s'appelle IPEPS. Et donc là, on a pu avoir l'honneur de rencontrer des médecins, alors pas encore des patients, plutôt des patients non thérapeutiques, parce qu'il faut savoir qu'un institut du cerveau, c'est aussi un lieu de recherche clinique. Et donc là, on a aussi avoir l'honneur d'être accompagné, on va dire, par tout cet écosystème de la santé et d'innovation qui est au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est quand même un des principaux hôpitaux en santé mentale en Europe. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de Station F et de l'Institut du cerveau. Merci Tanel. Et comme vous l'avez dit, Élodie, tout est lié, puisque je rappelle que vous représentez également France Biotech, et que vous avez gagné, je crois, Tanel, un des beaux prix l'an dernier, dans les meilleures startups innovantes. Donc je pense que c'est important. Donc merci à tous pour ce propos introductif qui lance, je pense, correctement et avec beaucoup de passion cette grande tendance de l'e-santé 2024. Et avant d'accueillir nos prochains invités, on va avoir un petit jingle de passage. Merci à tous. Merci.